Tu ne perds pas ta concentration. On te la vole. Chaque pensée toxique qui traverse ton esprit est une graine plantée par un monde qui te préfère affaibli, distrait, confus, et tu l'as peut-être accepté. Tu t'es peut-être habitué à vivre avec ces pensées sans plus jamais les remettre en question. Mais sais-tu seulement d'où elles viennent? Ou pourquoi elles reviennent toujours au pire moment, quand tu veux avancer, aimer, créer ou simplement respirer? Machiavel savait que celui qui contrôle ton attention n'a pas besoin de chaînes pour t'asservir. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment reprendre ce pouvoir. Reste jusqu'à la fin, car une vérité oubliée t'attend, que seuls les esprits prêts peuvent affronter. Et écris en commentaire « Je choisis ce que je pense ». Abonne-toi maintenant si tu ressens déjà que cette bataille intérieure ne fait que commencer. Depuis l'Antiquité, la question du contrôle de l'esprit a obsédé les penseurs. Les stoïciens voyaient dans chaque pensée un choix, un terrain de combat entre sagesse et chaos. Machiavel, lui, n'enseignait pas la paix intérieure, mais le pouvoir. Il savait que les pensées ne sont jamais neutres, elles servent ou elles dominent. Dans les sociétés modernes, saturées de bruit, cette guerre intérieure est devenue invisible. Les philosophies de maîtrise de soi ont été remplacées par des doctrines de plaisir immédiat, d'auto-justification, d'éparpillement constant. L'oubli de la discipline mentale n'est pas un accident, c'est une stratégie. Car un esprit distrait ne remet rien en cause. Il obéit, consomme, s'effondre, en silence. En réveillant ce savoir, tu t'exposes à un feu que beaucoup fuient, celui de voir clair. Et si tu persistes, tu comprendras que ce n'est pas ton esprit qui est toxique, mais ce qu'on y a laissé entrer. Tu crois peut-être que ces pensées sont là par hasard, qu'elles apparaissent, te tourmentent, puis s'en vont comme des nuages capricieux. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Ces pensées sont programmées, cultivées, renforcées. Et tant que tu ne reconnais pas leur mécanisme, elles te gouverneront en silence. Voici les 7 poisons invisibles qui volent ton esprit, un à un. Le premier mécanisme que tu dois comprendre, c'est l'infiltration cognitive. C'est ainsi que les pensées toxiques entrent dans ton esprit, sans fracas, sans violence, sans même que tu t'en aperçoives. Elles se déguisent. Elles adoptent ta voix intérieure. Elles se glissent dans tes jugements. Elles se logent dans tes silences. Tu crois penser par toi-même, mais tu récites souvent ce que d'autres ont planté en toi. Ce processus commence dès l'enfance. Une parole humiliante d'un adulte, une comparaison blessante, une injonction répétée. Et ton cerveau, avide de sens, commence à enregistrer. Je ne suis pas assez bien, je dois faire plus pour mériter l'amour. Je suis trop lent, trop faible, pas assez intelligent. Ces idées s'installent comme des virus mentaux, déguisés en vérité. Puis tu grandis, tu changes d'environnement, tu crois évoluer. Mais ces graines sont toujours là, actives, souterraines. L'infiltration cognitive est d'autant plus puissante qu'elle est invisible. Elle fait de toi l'ennemi de toi-même. Tu te juges, tu te critiques, tu t'auto-sabotes, en croyant agir pour ton bien. Machiavel aurait dit que l'art du pouvoir consiste à implanter une idée dans l'esprit d'un homme, puis à le laisser croire qu'il l'a trouvée seule. C'est exactement ce que fait cette infiltration. Elle te prive de discernement. Elle te pousse à entretenir tes propres chaînes. Alors, pose-toi cette question. Quand tu penses mal de toi, d'où vient cette voix? À qui appartient-elle vraiment? As-tu déjà vu un enfant se haïr spontanément ou se dire qu'il n'en vaut pas la peine? Non, ce sont des idées apprises. Et tout ce qui est appris peut être désappris. Pour reprendre le contrôle, tu dois interroger chaque pensée comme un garde-frontière interroge un inconnu. D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Tu n'as pas à croire tout ce que tu penses. Tu n'as pas à héberger des idées qui t'empoisonnent. Car tant que tu ne fais pas le ménage dans ton esprit, tu vis dans une maison envahie par des intrus. Le deuxième mécanisme que tu dois démasquer, c'est la spirale de l'autodévalorisation. Elle ne commence jamais par une grande chute. Elle commence par une pensée discrète, un petit doute, une remarque banale à ton encontre que tu retiens plus que les compliments. Tu fais une erreur, tu te dis « j'aurais dû faire mieux ». Puis tu répètes l'erreur. Et cette fois, tu penses « je suis nul ». À chaque cycle, tu descends un peu plus bas, sans bruit, sans cri,
Ce n'est pas l'échec qui détruit, c'est ce que tu en fais intérieurement. Tu ne te parles pas comme à un ami, mais comme à un bourreau. Tu répètes des jugements impitoyables, comme si te blesser allait te réparer. Cette spirale est lente, insidieuse et terriblement logique. Plus tu te critiques, plus tu perds confiance. Plus tu perds confiance, plus tu échoues. Plus tu échoues, plus tu te critiques. Et ce cercle vicieux devient ta réalité. Tu n'as même plus besoin d'adversaire, tu es devenu ton propre saboteur. Machiavel savait que pour contrôler un peuple, il fallait le rendre incapable de croire en sa dignité. De la même manière, cette spirale intérieure t'éloigne de ta puissance en t'attachant à tes faiblesses. Tu commences à filtrer le monde avec un prisme tordu. Tu ne vois plus les progrès, tu vois seulement les défauts. Tu deviens obsédé par tes manques, tes retards, tes imperfections. Tu oublies que la valeur ne dépend pas de la perfection, mais de la conscience. Et tant que tu ne brises pas ce miroir déformant, tu resteras prisonnier de cette boucle. Alors arrête-toi. Écoute ce que tu te dis dans les moments d'échec. Est-ce que ces mots relèvent ou est-ce qu'ils écrasent? Si ce n'est pas ce que tu dirais à quelqu'un que tu aimes, pourquoi le tolères-tu pour toi-même? La spirale de l'autodévalorisation ne se combat pas par des flatteries, mais par un choix radical. Ne plus collaborer avec cette voix intérieure qui confond lucidité et maltraitance. Le troisième mécanisme que tu dois observer, c'est la fausse lucidité, celle qui te fait croire que tu es simplement réaliste, alors qu'en vérité, tu nourris un pessimisme déguisé. Tu dis souvent « Je ne veux pas me faire d'illusions, je préfère m'attendre au pire, je suis juste lucide sur la vie. » Et pourtant, derrière ces mots, se cache une mécanique défensive bien plus toxique que tu ne le crois. Tu ne regardes pas le monde tel qu'il est, tu le regardes tel qu'il t'a blessé. Tu ne protèges pas ta raison, tu protèges ta peur. Cette fausse lucidité est une carapace forgée par les déceptions, par les trahisons, par les moments où tu as cru et où on t'a brisé. Elle te donne une impression de contrôle, comme si en devinant l'échec à l'avance, tu pouvais l'éviter, mais en réalité, tu prépares ton propre sabordage. Ce que tu appelles lucidité devient une prophétie autoréalisatrice. Tu attends que les choses tournent mal et tu adaptes ton comportement à cette attente. Et quand ça finit mal, tu te dis « je le savais ». Voilà comment tu restes coincé dans le même schéma. Machiavel disait que l'homme prudent doit anticiper les dangers, mais il savait aussi que l'excès de prudence devient un poison. Trop anticiper, trop douter, trop prévoir. C'est parfois trahir sa propre capacité à transformer les choses. La vraie lucidité, c'est la capacité de voir le danger sans renoncer à la puissance. Ce que tu vis peut être difficile, incertain, injuste même. Mais si ton regard devient rigide, figé dans une vision sombre de tout, tu n'es plus lucide. Tu es prisonnier. Il est temps que tu fasses la différence entre une conscience éveillée et une résignation froide. Refuser les illusions, oui. Mais refuser l'espérance, c'est se tuer en silence. Tu peux être lucide sans être cynique. Tu peux regarder la douleur sans y construire ta demeure. Tant que tu confonds pessimisme et sagesse, ton esprit restera esclave de blessures anciennes et tu passeras à côté de ce que seule la foi lucide peut construire. Le quatrième mécanisme que tu dois affronter, c'est la dépendance au conflit intérieur. Aussi étrange que cela puisse paraître, certains esprits finissent par rechercher inconsciemment la confusion, l'anxiété, les pensées en boucle. Pourquoi? Parce que le chaos mental devient une habitude, une identité, une zone de confort déguisée. Quand tu as grandi dans le bruit, le silence te semble menaçant. Quand tu as été nourri de doutes, la clarté t'intimide. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens accro à l'agitation intérieure. Tu ne peux pas rester tranquille, tu ne peux pas rester concentré, parce que quelque chose en toi réclame l'orage. Tu vis dans une guerre psychologique constante, non parce qu'elle t'est imposée, mais parce qu'elle est devenue familière. Tu ressens une tension quand tout va bien, comme si ton esprit cherchait une bonne raison de souffrir à nouveau, et il en trouve toujours. Ce mécanisme est pervers. Il te fait croire que tu es en train de réfléchir, alors que tu rumines. Il te persuade que tu analyses, alors que tu tournes en rond.
Tu crois avancer, mais tu t'uses. Machiavel aurait vu là une faiblesse exploitable. Il aurait dit qu'un homme tourmenté est un homme manipulable, car il cherche la paix sans savoir ce qu'elle est. Tant que tu nourris cette dépendance au conflit intérieur, tu ne pourras pas te concentrer profondément. Tu seras toujours en train de vérifier s'il y a un problème à résoudre, un danger à anticiper, une douleur à revivre. C'est un mécanisme de survie détraqué, hérité de tes blessures anciennes, que tu confonds avec ta nature. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ton esprit authentique, ta vraie nature. C'est la clarté, la stabilité, la vision. Ce conflit permanent est un parasite qui se nourrit de ton attention. Et chaque fois que tu le laisses gagner, tu perds une part de ta paix. Tu dois apprendre à te désintoxiquer du bruit intérieur, à ne pas céder à l'appel du désordre, car ce n'est pas la paix qui te fait peur. C'est ce qu'elle pourrait te révéler si tu t'y abandonnes. Le 5e mécanisme que tu dois mettre en lumière, c'est l'identification aux pensées. C'est l'erreur la plus profonde, la plus fréquente, et pourtant la plus méconnue. Tu crois que ce que tu penses est ce que tu es. Tu vis une émotion et tu conclus que c'est ta nature. Tu as une pensée noire et tu dis « je suis une mauvaise personne ». Tu échoues une fois et ton esprit murmure « je suis un échec ». Voilà le piège, confondre l'apparition d'une pensée avec son adoption. Mais une pensée n'est qu'un événement mental, pas une vérité. Elle traverse, elle frappe, elle provoque, mais elle ne te définit pas. Pourtant, dès l'instant où tu dis « je suis cela », tu la laisses prendre racine. Tu crées une identité autour d'elle. Et cette identité devient une prison. Machiavel aurait dit que l'arme la plus efficace pour soumettre un homme n'est pas la contrainte physique, mais l'illusion d'être ce qu'il n'a pas choisi. Voilà exactement ce que produit l'identification mentale. Tu cesses de distinguer l'observateur du contenu. Tu n'es plus celui qui voit la pensée, tu es devenu la pensée. Et si cette pensée est toxique, alors tu vis sous son règne. Ce mécanisme t'empêche de prendre du recul, de remettre en question, de choisir. Tu vis en pilote automatique, guidé par des récits intérieurs que tu n'as même pas écrits. Mais ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu n'es pas ce qui traverse ton esprit. Tu es celui qui peut en prendre conscience. Le simple fait de dire « cette pensée me traverse », au lieu de dire « je suis comme ça », suffit à briser le charme. Car il y a une différence immense entre dire « je suis déprimé » et dire une pensée dépressive est présente. L'un enferme, l'autre libère. Tu peux apprendre à observer tes pensées comme on observe des nuages. Elles passent, changent, se dissipent. Mais si tu les crois réelles, elles deviendront ton ciel permanent. Et ce ciel, si tu le laisses faire, peut t'éteindre à petit feu. Le 6e mécanisme que tu dois briser, c'est le mimétisme émotionnel. Tu crois peut-être que ton mal-être t'appartient, que ta colère est la tienne, que ton angoisse vient de ton passé, que ta fatigue mentale est le résultat de ton rythme. Et pourtant, sans le savoir, tu portes peut-être les émotions des autres. Comme une éponge, tu absorbes. Tu entres dans une pièce, tu ressens une tension, tu ne dis rien, mais elle t'imprègne. Tu discutes avec quelqu'un d'instable et sans t'en rendre compte, tu repars avec son fardeau mental sur les épaules. C'est un transfert subtil, non verbal, presque invisible. Tu crois penser, mais tu réagis. Tu crois réfléchir, mais tu répliques intérieurement à ce que tu as reçu de l'extérieur. Machiavel aurait vu là un levier redoutable. Pour contrôler un esprit, il suffit parfois de l'entourer d'émotions précises, jusqu'à ce qu'il les reproduise. Et c'est exactement ce que fait le mimétisme émotionnel. Tu deviens le reflet de ce que tu croises. Tu te pollues à force de t'exposer. Dans une époque saturée d'écrans, de cris, d'opinions, de douleurs partagées à grande vitesse, ton système émotionnel se dérègle. Tu vis dans un brouillard qui n'est même pas le tien. Tu portes des peurs empruntées, des colères volées, des tristesses collectées, et plus tu es empathique, plus tu es vulnérable à cette contamination. Le problème, ce n'est pas ta sensibilité, c'est ton absence de barrière. Tu ne filtres pas. Tu laisses entrer. Tu ne discernes pas ce qui t'appartient de ce qui vient d'ailleurs. Et alors, ta concentration se dilue, ta paix se trouble.
Ton esprit devient un carrefour, traversé par 1000 véhicules qui ne vont nulle part. Pour briser ce mécanisme, tu dois apprendre à couper les ponts invisibles, à reconnaître ce qui t'appartient et ce qui ne fait que passer. Ce n'est pas ton devoir de porter ce que les autres déversent. Ce n'est pas noble de s'effondrer avec ceux qui se noient. Ce qui est noble, c'est de rester stable, clair, aligné, pour pouvoir aider sans se perdre. Tu ne peux pas être la lumière si tu absorbes toutes les ombres. Le 7e mécanisme que tu dois exposer, c'est la fatigue cognitive programmée. Ce n'est pas seulement ton emploi du temps qui t'épuise, ce n'est pas uniquement la charge mentale ou les responsabilités accumulées. Ce qui t'épuise le plus profondément, c'est l'encombrement inutile de ton esprit, des milliers de pensées qui tournent sans fin, des boucles mentales qui se répètent, des scénarios imaginaires que tu revis sans arrêt. Et tu crois que c'est normal, tu crois que c'est ça, vivre. Mais non, c'est un conditionnement. Tu es programmé pour la dispersion. Tu vis dans une culture qui glorifie la réactivité, qui t'interrompt à chaque instant, qui t'offre 1000 sollicitations pour t'empêcher de plonger profondément en toi-même. Chaque notification, chaque information de trop, chaque comparaison inutile, ajoute une goutte dans ton vase mental. Et à force, tu n'as plus de place pour l'essentiel. Machiavel aurait vu dans cette surcharge mentale un outil parfait pour neutraliser les volontés puissantes. Car un homme fatigué ne se révolte pas. Il ne crée pas. Il ne pense pas stratégiquement. Il obéit ou il s'effondre. Voilà pourquoi cette fatigue n'est pas simplement physiologique, elle est orchestrée. Quand tu essaies de te concentrer, ton esprit saute d'une idée à l'autre comme un singe affamé. Tu lis une page, tu l'oublies aussitôt. Tu commences une tâche, tu es déjà ailleurs mentalement. Tu crois manquer de volonté, alors que tu manques d'espace. Ce n'est pas ton esprit qui est faible, c'est ton environnement intérieur qui est saturé. Pour te libérer, tu dois réapprendre à penser en silence, à couper les sources de dispersion, à faire le tri, chaque jour, entre ce qui t'élève et ce qui t'aspire. La clarté n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Tant que tu acceptes d'être constamment surchargé, tu resteras lent, flou, manipulable. Mais dès que tu reprends la maîtrise de ton espace mental, la fatigue s'évapore. Et tu redécouvres une chose précieuse, presque oubliée, la puissance tranquille de l'attention unifiée. Ce que tu viens de découvrir n'était que la surface. Mais derrière ces mécanismes visibles se cachent des lois psychologiques plus profondes, plus silencieuses. Elles ne font pas de bruit, mais elles gouvernent ton esprit comme des chaînes invisibles. Si tu veux vraiment te libérer, tu dois oser voir ce que la majorité refuse de regarder en face. La première loi invisible, c'est que ton esprit cherche la cohérence, pas la vérité. Tu crois peut-être que tu veux connaître ce qui est juste, ce qui est réel, ce qui est libérateur. Mais en réalité, ton cerveau est construit pour une toute autre mission. Confirmer ce qu'il croit déjà. Ce que tu penses depuis longtemps devient un filtre, une grille de lecture, et tout ce que tu rencontres est passé à travers ce filtre. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, tu vas interpréter chaque silence comme un rejet, chaque critique comme une condamnation, chaque réussite comme un accident temporaire. Pas parce que c'est vrai, mais parce que ton esprit veut que tout se tienne. Cette cohérence intérieure est plus forte que la logique, plus forte que l'effet Machiavel l'avait compris. Pour contrôler un peuple, il suffisait de lui imposer une histoire cohérente, même fausse, et de la marteler. Car les hommes préfèrent une fausse cohérence à une vérité instable. Et toi, tu fais pareil dans ton monde intérieur. Tu rejettes les compliments sincères, tu minimises tes victoires, tu ignores les signes d'amélioration, parce qu'ils ne rentrent pas dans l'histoire que tu te racontes. Cette loi est dangereuse, car elle t'aveugle tout en te rassurant. Elle te fait croire que tu es lucide, alors que tu es prisonnier d'un récit mental. Et ce récit, tu le renforces chaque jour par ton langage, par tes interprétations, par tes choix. Tu confirmes l'image que tu as de toi-même, même si elle t'abîme. Tu n'as pas peur de la vérité. Tu as peur qu'elle contredise ce que tu crois depuis trop longtemps. Voilà pourquoi les pensées toxiques persistent. Elles s'insèrent dans ton besoin de cohérence. Briser cette loi,
C'est comme casser un miroir familier pour voir enfin ton vrai visage. C'est inconfortable, douloureux, déstabilisant. Mais c'est aussi la première étape vers la liberté mentale, car tant que tu préféreras avoir raison plutôt que guérir, tu resteras esclave de ta propre logique intérieure. La deuxième loi, invisible, c'est que la souffrance familière est plus rassurante que la paix inconnue. Tu dis vouloir être libre. Tu dis vouloir la paix, la stabilité, la clarté. Mais au fond, ce que tu veux vraiment, c'est ce que tu connais déjà. Même si cela te ronge, même si cela t'enferme. Il y a en toi une zone obscure qui préfère l'enfer qu'elle maîtrise au paradis qu'elle ne comprend pas. Tu as appris à vivre dans la peur, dans l'angoisse, dans le conflit intérieur. Et avec le temps, ces états sont devenus normaux. Ils sont devenus ta maison. Alors, quand une opportunité de paix se présente, tu doutes. Tu la remets en question, tu fuis. Tu dis que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas toi, parce que ton esprit s'est habitué à la tension, parce que le silence te semble suspect. Machiavel l'aurait vu comme une stratégie de conservation. L'être humain retourne toujours vers ce qui l'a forgé, même si cela l'a blessé. Il préfère la douleur connue à la liberté incertaine. Ce mécanisme agit profondément en toi. Quand tu commences à aller mieux, tu sabotes. Tu relances des pensées toxiques, tu crées des conflits imaginaires, tu doutes de toi sans raison. Pourquoi ? Parce que ton système intérieur ne sait pas quoi faire d'un esprit apaisé. Il cherche à revenir à l'ancien équilibre. Il rejette la paix comme un corps rejette un organe étranger. Et tant que tu n'en es pas conscient, tu continues à te faire du mal. Non pas par faiblesse, mais par fidélité à une version de toi que tu crois être la vraie. La paix demande du courage. Elle demande une identité nouvelle. Elle t'oblige à ne plus te définir par ta douleur. Et c'est cela qui te fait peur. Que sans tes pensées toxiques, tu ne saches plus qui tu es. Mais si tu oses rester dans le calme, si tu acceptes l'inconnu de la légèreté, tu découvriras que tu n'étais pas ton chaos, tu étais juste un esprit qui voulait guérir, mais qui avait peur de se perdre dans le silence. La troisième loi invisible, c'est que ton identité s'attache à tes blessures. Tu ne le vois peut-être pas, mais une partie de toi s'est construite autour de ce que tu as subi. La trahison, le rejet, l'humiliation, l'abandon. Tu les as intégrés non seulement comme des souvenirs, mais comme des repères identitaires. Tu dis « Je suis celle qui a toujours été mise de côté. Je suis celui qui a tout fait seul. Je suis cette personne qu'on ne choisit jamais vraiment. » Tu ne racontes pas seulement une histoire, tu t'y accroches comme à une racine. Tu en as fait ton cadre. Machiavel aurait dit que le plus simple moyen de neutraliser un esprit, c'est de lui offrir une histoire dans laquelle il est toujours une victime admirable, car il n'aura plus envie d'en sortir. Voilà le piège. On s'attache à sa douleur parce qu'elle donne du sens. Elle explique nos peurs, nos échecs, nos réactions. Elle justifie notre méfiance, notre froideur, nos retraits. Et sans elle, que reste-t-il ? Un vide, une page blanche, une vulnérabilité effrayante. Alors, tu portes tes blessures comme des emblèmes, sans t'apercevoir qu'elles te définissent plus qu'elles ne t'éclairent. Tu dis que tu veux guérir, mais tu refuses d'abandonner ce qui te donne une identité. Tu veux avancer, mais tu gardes la clé de tes chaînes dans ta poche, et chaque fois que la vie te propose autre chose, tu reviens à ton histoire de souffrance, comme un enfant perdu revient chez lui. Ce mécanisme est profond, presque sacré. Il te protège, mais il t'enferme. Tant que tu ne romps pas ce pacte silencieux avec tes blessures, ton esprit ne pourra pas penser autrement. Tu filtreras tout à travers cette vieille douleur, tu anticiperas les rejets, tu saboteras tes liens, tu minimiseras tes victoires, parce que tu n'es pas prêt à devenir quelqu'un d'autre, et pourtant, il le faudra. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que tu choisis de porter avec toi ou de laisser derrière. Et parfois, la vraie guérison commence par un deuil, celui de l'histoire qui t'a permis de survivre, mais qui t'empêche de vivre. La quatrième loi invisible, c'est que le monde extérieur confirme toujours ce que tu crois de toi-même. Ce n'est pas une croyance spirituelle. C'est une mécanique cognitive profonde que Machiavel aurait exploitée
sans hésitation. Tu projettes tes pensées sur les autres, sur les événements, sur les silences. Et tout ce que tu perçois finit par valider l'idée que tu as déjà de toi. Si tu penses que tu n'es pas digne d'intérêt, alors un simple retard dans une réponse devient une preuve. Si tu crois que tu n'es jamais choisi, alors tu remarques chaque situation où tu es ignoré. Tu vois ce que tu attends de voir. Tu entends ce que tu redoutes d'entendre. Et cette boucle d'autoconfirmation devient ta réalité. C'est le piège du mental conditionné. Il sélectionne l'information qui renforce son récit et il écarte tout ce qui pourrait le remettre en cause. Tu reçois un compliment sincère. Tu le qualifies d'exagéré. Tu réussis un projet, tu dis que c'est un coup de chance. Mais qu'une critique apparaisse, qu'un échec surgisse, et soudain, tout s'aligne. Tu vois, je le savais. Ce que tu vis n'est plus objectif. C'est une projection. Le monde devient le miroir de ton jugement intérieur. Et ce miroir peut être une prison. Car plus tu confirmes tes pensées toxiques, plus elles deviennent solides. Et plus elles deviennent solides, plus elles façonnent ton futur. Machiavel aurait vu là une méthode puissante. Amener quelqu'un à croire quelque chose de lui-même, puis l'amener à s'entourer de preuves jusqu'à ce que cette croyance devienne une vérité vivante. Tu te condamnes sans procès, tu te juges sans appel, et tu construis chaque jour un monde qui te donne raison. Pour briser cette loi, tu dois apprendre à observer tes interprétations. Tu dois questionner ton regard avant de douter de ta valeur, parce que le monde ne te montre pas ce que tu es, il te renvoie ce que tu crois être, et tant que cette croyance est toxique, tu verras toujours des ombres, même sous le soleil. La 5e loi invisible, c'est que le doute constant devient une posture intellectuelle. Tu crois peut-être que ton incertitude est le signe d'une grande lucidité, que tes remises en question perpétuelles montrent ta profondeur, ton exigence, ta recherche de vérité. Mais à force de douter de tout, tu as commencé à douter de toi, et ce doute est devenu ton identité. Tu n'es plus celui qui réfléchit, tu es celui qui se paralyse. Ce mécanisme est redoutable car il te donne une impression de hauteur mentale. Tu dis « je préfère ne pas me précipiter, je me pose beaucoup de questions, je ne suis pas sûr ». Et pourtant, derrière ces phrases se cache une stratégie d'évitement. Tu remets tout à plus tard, tu décales les décisions, tu refuses l'engagement. Non parce que tu es sage, mais parce que tu as peur. Le doute est devenu ton abri. Il t'épargne les échecs, mais il te prive des révélations. Il te protège du ridicule, mais il t'interdit la transformation. Machiavel, qui valorisait la stratégie plus que l'hésitation, aurait méprisé cette forme de doute permanent, car elle neutralise l'action. Et un esprit qui ne décide plus devient un esclave de ses circonstances. Tu lis, tu écoutes, tu réfléchis, mais tu ne passes pas à l'acte. Tu cherches encore une preuve supplémentaire, une garantie, une validation extérieure. Et ce perfectionnisme mental devient une prison invisible. Tu passes à côté d'opportunités, de guérisons, de liens profonds, simplement parce que tu attends encore d'être absolument certain. Mais cette certitude n'existe pas. La vérité n'est pas une formule mathématique qu'on découvre assis. Elle est un feu qu'on traverse, un saut qu'on fait malgré le vertige. Tant que tu vénères le doute, tu restes spectateur de ta vie et tu laisses les pensées toxiques envahir l'espace laissé libre par ton indécision. Il est temps de comprendre que réfléchir sans fin, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée. Et que le courage, parfois, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avancer quand même avec des questions brûlantes dans le cœur. La 6e loi invisible, c'est que ton esprit préfère être cohérent que libre. Il veut que tout s'accorde, que tout suive une logique interne, même si cette logique est destructrice. Et si quelque chose entre en contradiction avec ce que tu crois déjà, ton mental ne l'accepte pas. Il le rejette, le minimise, le discrédite. Il choisit l'alignement, pas la libération. C'est un principe neurologique autant qu'émotionnel. Tu veux que ton monde intérieur soit stable, même s'il est empoisonné. C'est pour cela que lorsqu'on t'offre une nouvelle perspective, une parole d'espoir, une preuve d'amour, une autre interprétation, tu la refuses souvent sans même t'en rendre compte, parce qu'elle bouscule ton système,
Elle menace ton récit. Elle t'oblige à considérer que tu as peut-être vécu dans l'erreur. Machiavel comprenait ce phénomène. Il savait qu'un peuple ne renverse pas une tyrannie simplement parce qu'elle est injuste. Il faut d'abord qu'il soit capable d'imaginer une autre réalité. Et il en est de même pour toi. Tu restes dans des schémas mentaux oppressants parce qu'ils te sont familiers et que ton esprit veut rester logique avec lui-même. C'est ainsi que tu refuses les opportunités de transformation. Tu les trouves trop belles, trop naïves, pas pour toi. Non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles contredisent ce que tu crois savoir, et cela, ton ego ne le supporte pas. Il préfère rester cohérent dans la souffrance que d'avouer qu'il s'est peut-être trompé depuis le début. Tu défends tes chaînes comme si elles étaient ta maison. Tu appelles sagesse ce qui n'est que résistance. Mais tant que tu n'es pas prêt à laisser tes croyances s'effondrer, tu resteras à l'intérieur du cercle qu'elles tracent autour de toi. Tu dois choisir la cohérence ou la liberté. Parce que les deux ne sont pas toujours compatibles. La vérité te libère, oui, mais elle commence par te contredire, et si tu n'acceptes pas d'être contredit, tu n'accéderas jamais à la pensée claire. Tu resteras captif d'une logique intérieure qui ne cherche pas le vrai, mais seulement ce qui ne dérange pas. La 7e loi invisible, c'est que l'oubli de soi est le véritable poison. Pas l'orgueil, pas la distraction, pas même la douleur, mais cette perte progressive de ton centre intérieur, ce glissement lent vers une vie où tu te regardes à peine, où tu existes sans présence, où tu penses sans conscience. Tu te lèves, tu agis, tu parles, tu produis. Mais à l'intérieur, tu es flou, éteint, dissous dans les exigences du monde. Tu ne sais plus vraiment ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu choisis. Tu vis par réflexe, par habitude, par imitation. Et c'est ainsi que les pensées toxiques s'infiltrent. Quand tu ne montres plus aucune vigilance sur ton propre territoire intérieur. Tu n'as pas abandonné la lutte, tu as juste oublié qu'elle existait. Tu n'es pas faible, tu es absent de toi. Machiavel aurait vu là la meilleure façon de neutraliser un homme, ne pas le blesser, mais l'éloigner de lui-même, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un masque fonctionnel, un automate social. Et c'est ce que le monde moderne te pousse à devenir, productif, visible, réactif, mais absent. L'oubli de soi commence par le silence intérieur qu'on n'écoute plus, par les élans qu'on néglige, par les petites trahisons qu'on justifie. Puis il grandit, il s'installe, il efface. Et un jour, tu regardes ta vie et tu ne sais même plus comment tu en es arrivé là. Les pensées toxiques prospèrent dans cette brèche, car il n'y a plus de sentinelle, il n'y a plus de toi pour les questionner. Tu ne peux pas te libérer si tu n'es pas là. Tu ne peux pas te soigner si tu ne t'habites pas. Alors reviens. Ramène-toi dans ton propre corps, dans ton propre regard. Rappelle-toi ce que tu aimais avant la blessure, ce que tu rêvais avant l'adaptation. Rappelle-toi que ton esprit n'est pas un champ de bataille livré au courant, mais un sanctuaire qui attend d'être reconquis. Car oublier qui tu es, c'est permettre à tout ce qui est toxique de se nommer légitime, et cela, tu ne peux plus te l'autoriser. Comprendre les mécanismes, c'est une chose. Mais les briser exige de passer à l'acte. Tu ne changeras pas ton esprit par l'intellect seul. Il faut des gestes, des rituels, des choix quotidiens. Voici 7 techniques puissantes, radicales, presque brutales parfois, mais elles ont un but unique, te redonner le contrôle de ton espace mental sans condition. La première technique que tu dois intégrer, c'est le rituel du vide mental. Ce n'est pas de la méditation à la mode, ce n'est pas un exercice pour se détendre, c'est un acte de résistance intérieure. Chaque jour, tu dois imposer à ton esprit un espace sans bruit, sans image, sans stimulation, même si ce silence t'effraie, parce qu'au début, il va t'effrayer. Tu verras que dès que tu te tais, tout en toi se met à hurler. Pensées, souvenirs, angoisse. Elles remontent comme des bêtes qu'on avait enfermées, et c'est normal. C'est le signe que tu fais quelque chose de juste. Le vide mental n'est pas confortable, il est purificateur. Il agit comme un feu intérieur qui brûle les résidus toxiques accumulés dans ton cerveau. Machiavel aurait dit que celui qui ne contrôle pas son silence ne contrôlera jamais son pouvoir.
car dans le silence, tu vois, tu entends la voix qui n'est pas la tienne. Tu détectes les pensées qui viennent d'ailleurs. Tu ressens les tensions que tu couvres par l'agitation. Et c'est là que le travail commence. Commence par 5 minutes. Pas pour te détendre, mais pour observer. Assieds-toi, respire, ne lutte pas. Regarde les pensées venir, puis partir. Ne t'y attarde pas. Ne les combats pas. Laisse-les défiler comme des passants que tu n'invites pas à entrer. Et quand elles deviennent insistantes, rappelle-toi, tu n'es pas ce qui traverse ton esprit. Tu es celui qui voit. Fais de ce rituel une discipline quotidienne, comme on nettoie une chambre. Tu ne dois pas vivre dans un mental encombré, poussiéreux, saturé. Le vide est ton espace de pouvoir. Ce n'est pas un luxe, c'est une arme. Et plus tu le pratiques, plus tu retrouves ton axe. Moins tu réagis, moins tu absorbes. Moins tu es contaminé. Car un esprit qui sait se taire devient impossible à manipuler. Et dans le monde où tu vis, cela fait de toi une anomalie, donc une force. La deuxième technique que tu dois appliquer, c'est la réécriture consciente des pensées. Tu ne peux pas chasser une pensée toxique uniquement en la niant, tu dois la remplacer. Et pour cela, tu dois apprendre à écrire autrement dans ton esprit. Car oui, ton mental fonctionne comme un scripteur permanent chaque jour, il rédige un scénario, il répète des lignes, il imprime des dialogues intérieurs. Et si tu ne le surveilles pas, ce scénario tourne en boucle, toujours le même. Je suis nul, je n'y arriverai pas, je dérange, je suis invisible. Ces phrases, tu ne les as pas choisies consciemment, elles se sont imposées. Elles ont été héritées, dictées, insinuées. Mais aujourd'hui, tu dois les réécrire. Pas par des affirmations creuses, pas par des slogans d'estime de soi, par des phrases claires, puissantes, crédibles, que tu choisis librement. Tu dois créer ton propre lexique intérieur. Par exemple, au lieu de penser « je suis trop lent », remplace par « je vais à mon rythme » et mon rythme est sacré. Au lieu de dire « je suis vide », affirme « je suis en train de me reconstruire ». Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des perspectives. Et chaque perspective est un choix de pouvoir. Machiavel aurait dit que celui qui contrôle le langage contrôle les esprits. Et cela commence par le tien. Chaque fois que tu captes une pensée toxique, arrête-toi, identifie-la, reformule-la. Écris mentalement une version qui t'ouvre au lieu de te refermer. Ne cherche pas à être euphorique. Cherche à être souverain, à devenir l'auteur de ton discours intérieur. C'est une technique exigeante, car elle demande de l'attention constante. Mais elle est décisive, car ton cerveau, à force de répétition, finit par croire ce que tu lui répètes. Tu peux donc l'empoisonner ou le libérer. Ce travail est quotidien. C'est une hygiène mentale. Une manière de reprendre le script, de ne plus être un personnage secondaire dans ton propre esprit, mais le narrateur. Et ce narrateur, s'il est conscient, peut transformer ta vie sans même changer tes circonstances. Il te suffit de parler autrement à l'intérieur. Tout commence là. La troisième technique que tu dois maîtriser, c'est la limitation radicale des entrées. Ton esprit n'est pas une décharge. Il n'a pas été créé pour recevoir des centaines de stimuli par heure, des images inutiles, des opinions bruyantes, des drames numériques, des comparaisons permanentes. Et pourtant, c'est ce que tu lui imposes chaque jour. Sans filtre, sans tri, sans conscience. Tu fais défiler des contenus, tu écoutes des voix dissonantes, tu lis des fragments d'histoires déformées. Et tu crois que ça ne laisse pas de traces? C'est faux. Chaque exposition est une empreinte. Chaque image pénètre. Chaque mot s'imprime. À force, ton esprit devient lourd, saturé, pollué. Et dans cet encombrement, ta pensée se déforme, ta concentration se fragmente, ta paix intérieure se dissout. Machiavel aurait dit que le secret du pouvoir, c'est de contrôler ce à quoi les gens sont exposés. Et aujourd'hui, le monde le fait à ta place. Il te rend passif. Tu consommes ce qu'on t'offre. Tu laisses entrer tout ce qui frappe à la porte mentale, sans jamais demander « Qui es-tu? Que viens-tu faire? Mérites-tu ma conscience ?» Cette technique te demande une rigueur absolue, celle de traiter ton esprit comme un lieu sacré. Désactive les notifications. Choisis ce que tu lis. Garde le silence avant de commencer la journée. Pose une barrière claire entre ce qui entre et ce qui est refusé. Tu n'es pas faible, tu es envahi. Tu n'es pas distrait, tu es bombardé.
et tu crois que le problème vient de toi, alors qu'il vient de la porosité de ton espace mental. Reprends-en le contrôle. Ne laisse pas le monde te remplir. Choisis ce qui t'alimente, car ce que tu laisses entrer façonne ce que tu deviendras. Et tant que tu ne défends pas ton esprit, il deviendra la propriété de tous, sauf la tienne. Cette limitation n'est pas un isolement, c'est un tri, et ce tri est un acte d'autorité intérieure, c'est le début d'une pensée libre. La 4e technique que tu dois cultiver, c'est la concentration par l'ancrage corporel. Tant que tu restes dans ta tête, tu es vulnérable, car l'esprit isolé du corps devient abstrait, dispersé, errant. Il saute d'une pensée à l'autre, il imagine, il anticipe, il regrette, mais il ne vit pas. Tu penses trop parce que tu es trop loin de toi. Ton esprit flotte, il a perdu le poids du réel, et c'est cela que tu dois restaurer, la présence physique comme socle de ta clarté mentale. Commence par revenir à ton souffle, non pas pour méditer, mais pour t'incarner. Sens l'air entrer, sortir. Pose ton attention sur tes paumes, sur tes pieds, sur ton dos. Reste là, même 30 secondes. Ce n'est pas une fuite spirituelle, c'est un acte de recentrage. Tu ramènes ton esprit à sa base. Tu lui rappelles qu'il est lié à un corps, qu'il n'est pas une machine flottante en orbite. Machiavel savait que la pensée sans contact avec le réel devient spéculative, dangereuse, impuissante. Et c'est exactement ce que tu vis quand tu restes prisonnier du mental. Tu crois réfléchir alors que tu te dissous. L'ancrage corporel est une technique oubliée, car elle est trop simple pour séduire l'ego. Mais elle est terriblement efficace. Car un esprit qui sent son corps devient plus stable, plus lent, plus précis. Tu retrouves ton rythme, tu réduis le bruit intérieur. Tu choisis ce à quoi tu donnes ton énergie. Tu ne peux pas te concentrer si tu es déconnecté de ta propre matière, et tu ne peux pas penser clairement si ton corps est ignoré, négligé, comprimé. Marque des pauses. Bouge consciemment. Respire avec intention. Parle moins vite. Pose-toi. L'incarnation n'est pas une faiblesse, c'est une structure, un socle, une discipline. Et plus tu reviens dans ton corps, plus les pensées toxiques perdent leur pouvoir, car elles se nourrissent du flou, de la vitesse, de l'abstraction. Mais un esprit ancré devient une forteresse. Et une forteresse ne tremble pas pour une ombre. La 5e technique que tu dois pratiquer, c'est la purge émotionnelle nocturne. Ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Ce que tu retiens s'accumule. Et ce que tu accumules devient une charge invisible qui alourdit ton esprit jour après jour. La plupart des gens ne sont pas épuisés parce qu'ils ont trop agi, mais parce qu'ils n'ont jamais vidé ce qu'ils ont ressenti. Ils dorment sans libération. Ils ferment les yeux avec des pensées en suspens, des douleurs étouffées, des colères non digérées. Et le matin, tout revient. Rien n'a été purgé. C'est comme vouloir remplir un vase déjà plein. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle journée avec un esprit saturé par la veille. Tu dois créer un moment chaque soir pour te vider. Cela peut durer 10 minutes, mais ce moment doit être sacré. Éteins les lumières, isole-toi, respire, puis parle. Pas à quelqu'un, mais à haute voix ou en écrivant. Dis ce que tu retiens. Pleure si tu dois pleurer. Déverse ce que tu n'as pas osé dire dans la journée. Ce n'est pas un exercice de victimisation, c'est une hygiène intérieure. Machiavel aurait vu cette pratique comme un rituel de conservation du pouvoir, car un esprit chargé d'émotions refoulées devient imprévisible, fragile, manipulable, tandis qu'un esprit vidé, nettoyé chaque soir, reste lucide, stable, efficace. Tu ne peux pas dominer ton esprit si tu le laisses s'encombrer sans fin. Tu dois créer un cycle. Le jour, tu vis, tu absorbes. La nuit, tu purges. C'est ce rythme qui te permet de rester aligné. Si tu ignores cette purge, les pensées toxiques trouveront des fissures pour revenir. Elles se glisseront dans ton sommeil, dans tes rêves, dans ton humeur du matin. Mais si tu les exprimes, si tu les fais sortir consciemment, elles perdent leur pouvoir. Ne va plus jamais te coucher sans avoir vidé ce qui doit l'être. C'est un acte d'autorité intérieure, un rituel de souveraineté et un rempart contre l'accumulation silencieuse qui finit toujours par te voler ton énergie.
La 6e technique que tu dois solidifier, c'est l'éditorialisation de ton identité. Tu crois peut-être que tu es ce que tu es, que ton caractère s'est formé avec le temps, que ton passé t'a sculpté. Mais cette idée est fausse et dangereuse. Tu n'es pas un fait figé, tu es une narration en mouvement. Et celui qui écrit cette narration, c'est toi. Ou bien, ce sont les autres. Ou bien, tes pensées toxiques. Chaque jour, tu alimentes une histoire intérieure. Je suis toujours trop ceci, je suis incapable de cela. Les autres ne me voient jamais. Je n'arrive jamais à terminer. Ce ne sont pas des constats, ce sont des éditoriaux. Tu commentes ta propre vie et tu la réduis à un récit qui se répète. Machiavel aurait dit que l'identité est un outil politique. Celui qui la contrôle les choix, les réactions, les ambitions d'un peuple. Il en est de même pour toi. Si tu veux reprendre ta pensée, tu dois reprendre ton récit. Commence par écrire. Oui, réellement. Écris une nouvelle version de ton identité. Pas une biographie, une direction, une structure choisie. Je suis une personne qui se reconstruit avec conscience. Je suis quelqu'un qui prend de la clarté chaque jour. Je suis un esprit en éveil, même dans les moments sombres. Ce sont des lignes simples, mais elles reprogramment ton centre. Et si tu les relis, si tu les répètes, si tu les incarnes, elles deviennent ton socle. Ton esprit a besoin de narration. Il cherche toujours une cohérence. Et si tu ne la lui donnes pas, il retournera à l'histoire par défaut, celle de l'échec, du rejet, du doute. Cette technique, c'est l'art de redevenir l'auteur, de ne plus être un personnage malmené par les chapitres anciens, de prendre la plume, même tremblante, et d'écrire une version de toi qui mérite d'exister, pas pour impressionner, pour t'ancrer, car un esprit sans récit choisi est une cible facile pour n'importe quel discours toxique. Mais un esprit qui se raconte avec conscience devient presque intouchable. La 7e technique que tu dois défendre, c'est l'art du recentrage express. Tu ne pourras pas empêcher ton esprit de se disperser. Tu ne pourras pas éviter toutes les pensées toxiques. Elles surgiront, encore et encore. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas leur apparition, c'est ta capacité à revenir, immédiatement, concrètement, lucidement. Le recentrage express, c'est ce réflexe que tu dois cultiver jusqu'à en faire une seconde nature. Tu sens que ton esprit s'emballe, tu reviens, tu captes que tu commences à juger, à dramatiser, à ruminer. Tu reviens, sans violence, sans honte, sans justification. Tu dis intérieurement, je reviens ici, et ce ici, c'est le souffle, le corps, l'instant. Une phrase simple, une posture droite, un geste lent, et tu casses le cycle. Machiavel aurait vu là un acte de puissance, le retour rapide au contrôle, sans panique. Parce qu'un esprit qui sait revenir est un esprit qu'on ne peut pas capturer longtemps. Ce réflexe ne vient pas naturellement, il se construit. Il s'apprend. Commence à le pratiquer dans les moments neutres. Tu fais la vaisselle? Reviens. Tu marches dans la rue? Reviens. Tu sens l'irritation monter? Reviens. Plus tu multiplies ces retours conscients, plus ton cerveau enregistre un chemin vers le calme, et ce chemin devient accessible même dans les tempêtes. Ce n'est pas de la méditation passive, c'est une stratégie active, un mouvement intérieur qui coupe net les dérives. Tu ne laisses pas la pensée toxique faire son cinéma. Tu interviens, tu reprends la scène, tu redonnes la lumière à ta conscience, et tu restes là, présent, ancré. Cette technique te donne un avantage immense sur ceux qui se laissent emporter pendant des heures, des jours, des semaines. Elle transforme des spirales de chute en instants de réveil. Et chaque réveil est une victoire silencieuse. Car celui qui sait revenir à lui, quand tout l'appelle au chaos, détient une force rare, la maîtrise discrète de sa propre paix. Tu viens de traverser un territoire intérieur que la majorité des gens évitent toute leur vie. Un champ de tensions invisibles, de lois psychiques impitoyables, de mécanismes subtils qui façonnent chaque pensée, chaque réaction, chaque doute que tu ressens sans savoir pourquoi. Ce n'était pas un simple exposé, c'était une exploration, une plongée dans les fondations de ton esprit, là où se décident silencieusement tes élans et tes blocages, tes élévations comme tes chutes,
Et si tu as tenu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'au fond de toi, quelque chose savait que ce n'est pas la vie qui t'écrase, mais l'histoire que ton esprit répète sans cesse sur cette vie. Ce ne sont pas les événements seuls qui te blessent. C'est la manière dont tes pensées les interprètent, les amplifient, les fixent. Et cette manière, tu viens de le comprendre, peut être modifiée, mais pas avec des intentions fragiles, ni des affirmations superficielles. Elle se modifie par une décision profonde, celle de redevenir le stratège de ton monde intérieur. Machiavel n'a jamais prôné le chaos. Il a prôné l'ordre. Un ordre personnel, calculé, structuré. Et toi, si tu veux penser clairement, si tu veux te libérer de ces pensées qui te volent ton énergie, tu dois établir un ordre nouveau. Plus de laisser aller. Plus d'ouverture mentale incontrôlée. Plus de collaboration passive avec les voix qui t'affaiblissent. Tu dois devenir sélectif, rigoureux, souverain. Car ta concentration, ta paix, ton énergie, ce sont des ressources limitées. Et dans un monde qui cherche à les capter, si tu ne défends pas ton esprit, quelqu'un d'autre le gouvernera pour toi. Voilà la vérité que peu osent affronter. L'esclavage moderne n'a pas de chaîne visible. Il est mental. Il est accepté. Il est confortablement intégré dans la routine, dans l'écran, dans l'agitation constante. Mais aujourd'hui, tu as vu clair. Et voir clair, c'est déjà désobéir. À ce système mental hérité. À ces narrations toxiques que tu n'as jamais remises en question. Et si tu oses aller plus loin, si tu oses incarner ce que tu as entendu, tu vas découvrir une chose que personne ne pourra jamais t'enlever. La dignité d'un esprit qui ne se laisse plus posséder. Alors oui, continue d'apprendre. Continue d'ajuster. Mais surtout, continue de choisir. Chaque pensée est un carrefour. Chaque réaction est une déclaration. Et chaque silence que tu cultives est une victoire sur le tumulte. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour penser clairement. Tu as besoin d'un esprit organisé, aligné et libre. Et cela, tu peux le construire dès maintenant, dans le silence, dans l'observation, dans la répétition. Car la libération n'est pas un cri, c'est une construction, invisible, patiente, souveraine,